Bienvenue à tous dans Point d'Impact, la toute nouvelle série d'interviews de Dynamic Sport où justement, c'est un format où on reçoit les personnes qui impactent le football. Aujourd'hui, on reçoit M. El Haddad Inidi, manager des Koala Contest. Le refrain qui court depuis quelques années en Afrique, c'est qu'il n'y a plus de petites équipes. Revenir aux Comores qui n'avaient absolument aucune qualification en quoi que ce soit, c'était vraiment un risque à l'époque et finalement, je ne regrette pas du tout. On rentre avec la conviction et la détermination de gagner un match, que vous soyez le Maroc, le Mali, le Cameroun, et c'est l'apanage d'un sportif de haut niveau. Le métier de manager d'une équipe nationale, c'est travailler dans l'ombre pour que l'équipe, donc staff technique et puis joueurs puissent briller dans la lumière. Nous, notre fierté, c'est aussi ça. Quand on parle des Comores, qu'on parle de football, qu'on parle de culture, ben ça nous va. Bienvenue à tous dans Point d'Impact, la toute nouvelle série d'interviews de Dynamic Sport où justement, c'est un format où on reçoit les personnes qui impactent le football, que ce soit à travers leur choix, leur vision ou même leurs engagements. Et justement, à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations et notamment d'un alléchant Maroc-Comores, on voulait mieux comprendre comment fonctionnait une sélection justement en pleine ascension. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit M. El Haddad Inidi, manager des Koala Contest. On va explorer votre mission, les coulisses, l'évolution du football comorien, la préparation bien sûr à la CAN, et enfin, plus largement, la dynamique autour du football africain, en tout cas ce que vous en pensez aujourd'hui. Donc déjà, on va commencer tranquillement, chill. La première question que je vais essayer de poser du coup pour chaque invité, on va dire l'affiche métier entre guillemets. Est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est exactement un manager, en gros, quelles sont vos responsabilités, que vous pouvez dire ou pas, c'est comme vous souhaitez. Ouais. Alors, pas de problème. Mais déjà, avant de commencer, je me permettrai de vous faire une petite correction. On dit les Sélacantes. Sélacantes. Et pas les Koala Contest. Donc, c'est les Sélacantes pour nommer l'équipe nationale, c'est le surnom de l'équipe nationale de football des Comores. Ok. Voilà. Donc, le métier de manager d'une équipe nationale, alors il y a plusieurs aspects. On a l'aspect administratif, on a l'aspect organisationnel, et puis on a l'aspect aussi des relations entre les différentes instances autour de l'équipe, soit la fédération, les instances gouvernementales, les instances d'organisation des différentes FIFA, CAF. Donc voilà, on est un petit peu à la coordination de tous ces aspects. Et puis bien évidemment, une relation aussi avec le domaine sportif qu'on doit servir et puis auquel on doit apporter un maximum de solutions, de réponses pour qu'il puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Ok. Bah, du coup, c'est intéressant ce que vous dites. Du coup, comment on peut situer, on va dire, votre travail entre celui du sélectionneur et du staff technique? En gros, comment vous... Alors, très simplement, je pense que on peut scinder le métier, en tout cas les activités en deux parties. La partie sportive, qui est exclusivement du ressort et de la direction du sélectionneur de l'équipe nationale. Donc, voilà, surtout l'aspect sportif. Et l'aspect administratif et organisationnel qui est plus dans le champ de compétences du manager. Ok. Et, du coup, pour les personnes du grand public qui ne savent pas justement ce que vous faites, quelle partie, on va dire, vous mobilise le plus, vous, dans votre rôle, mais que le grand public ne voit pas? Je pense que c'est tout l'aspect organisationnel, administratif, parce que c'est énormément de sollicitations, c'est énormément de travail, ça suppose beaucoup d'anticipation, de relations avec plusieurs partenaires, que ce soit des partenaires internes ou des partenaires externes, et puis un énorme travail de coordination. Okay. Ça, forcément, les gens ne le voient pas. On essaie de le faire parfois, en tout cas dans le cadre de notre sélection, de notre fédération, avec des moyens qui sont quand même assez réduits, et puis pour obtenir des résultats qui sont à la hauteur de tout ce que tout le monde peut attendre. Donc beaucoup de travail en off pour pouvoir soutenir la performance sportive, mais surtout le staff technique sportif. Tous les managers, en gros, assurent la cohésion pour chacune de leurs sélections, en gros. Oui, c'est ça, c'est-à-dire la cohésion, c'est surtout en fait l'image phare, c'est de travailler dans l'ombre pour que l'équipe, donc staff technique et puis joueurs puissent briller dans la lumière. Mais voilà, notre place est vraiment en back office, quoi. Ok. Du coup, justement, c'est intéressant parce que à l'approche justement d'un grand événement comme la CAN qui arrive là ou même d'autres grandes compétitions, qu'est-ce qui change justement dans votre métier? En gros, qu'est-ce qui change? Est-ce que ça reste la même chose? Est-ce qu'à l'approche de l'événement, il y a des choses différentes, des missions différentes?
Alors paradoxalement, lorsqu'on rentre dans une grande compétition, les choses elles sont simplifiées parce que toute la partie organisationnelle de la compétition, que ce soit une Coupe du Monde, une Coupe d'Afrique ou une Coupe des Championnats d'Europe, des Nations, c'est pris en charge par le comité d'organisation de la compétition, donc ou l'UEFA ou la CAF en ce qui nous concerne pour la Coupe d'Afrique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont allégées. Le travail est vraiment assez, important lorsqu'on est sur des prestations de matchs amicaux ou de matchs de compétition, de qualification pour la compétition finale. Parce que là, effectivement, c'est la fédération et les moyens du staff qui sont contribués, alors que sur une compétition comme une CAN, c'est pas du tout le cas. C'est déjà géré, coordonné, et puis on n'a plus qu'à suivre, quoi. Okay. Du coup, on comprend bien que, en fait, le métier de manager, ça va même au-delà, on va dire, du simple cadre du terrain vert. Et justement, on comprend que, comme je disais, le rôle dépasse largement celui sur le terrain. Mais est-ce que votre parcours, justement, vous a préparé à ça? Ce que je veux dire par là, c'est, est-ce que, par exemple, pour ceux qui ne vous connaissent pas, quel a été votre parcours pour arriver à ce poste-là? C'est-à-dire, que ce soit en termes d'études, d'expérience, ou même vos engagements, en gros, qu'est-ce qui vous a permis à vous d'arriver à ce poste-là? Alors déjà, il y a un parcours en tant que dirigeant, sportif bien sûr, mais en tant que dirigeant, parce que j'ai quand même occupé des fonctions d'éducateur sportif, donc avec des groupes sur des compétitions régionales et nationales en France. Ensuite, j'ai rapidement intégré, ça c'était en 2011-2012, la Fédération sénégalaise de football en tant que coordinateur technique. Et ma première expérience a été avec l'équipe olympique là, pour une première qualification au JO de... Okay. C'était à Londres en 2012 avec la génération Sadio Mané, Gana Gueye. Donc moi c'est comme ça que je suis entré dans le métier véritablement. Et puis celui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est Aliou Cissé, que je saluerai jamais assez, qui m'a donné vraiment envie d'aller sur le sport africain et c'est comme ça véritablement que je suis rentré dans le métier. Okay. Et du coup, par rapport à l'université, justement, apprendre justement avoir justement des encadrements auprès de quelqu'un qui a marqué, on va dire, le continent africain parce qu'il a remporté une CAN avec le Sénégal. Et qu'est-ce que vous, on va dire, ça vous a apporté dans votre mission actuelle avec les Comores? Qu'est-ce que cette expérience-là, justement, avec un pays qui a gagné ce qu'il fallait sur le continent, qu'est-ce que ça vous a apporté? Quand vous venez du Sénégal, et pas particulièrement d'Aliou Cissé, parce que c'est pas le seul, justement, à la fédération, il y avait d'autres acteurs importants. Ça vous donne une expérience déjà du continent, des réalités africaines qui sont diamétralement opposées à ce qu'on peut vivre en France et en Europe, parce qu'en Europe, on est quand même vachement aidé par une administration et puis voilà, une organisation très très pointue. On vous apprend à faire du résultat avec peu de choses, quoi. Et surtout, j'ai appris à comprendre que la détermination était un élément fondamental pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est dans la trempe Cissé. Et après derrière. On rencontre d'autres coachs, d'autres sélectionneurs. J'ai rencontré Amir Abdou, pour qui j'ai une grande estime, qui m'a ouvert les portes de la sélection comorienne. Et puis là, aujourd'hui, avec le sélectionneur Stéphano Cousine, avec qui je travaille et avec qui j'apprends beaucoup de choses également. C'est tant bien que vous parlez de détermination, parce que imaginons aujourd'hui un jeune, justement, que ce soit même en France ou directement en Afrique, souhaite avoir un jour votre poste de manager. Qu'est-ce que vous lui conseillerez à un jeune? Si moi, par exemple, demain, je veux être manager alors les conseillers ne sont pas les payeurs. Moi, j'ai pas véritablement de conseils à donner, si ce n'est que faut avoir beaucoup de volonté, une détermination à rude épreuve, et puis se laisser ouvert, s'ouvrir aux autres, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses à apprendre, et c'est plus difficile sur le continent africain que ça l'est en Europe. Donc, je pense qu'il faut pas venir avec des a priori en pensant que parce que je viens, par exemple, d'une formation européenne, ça va très très bien se passer en Afrique. Il faut quand même un temps d'adaptation et de compréhension des phénomènes locaux, parce que beaucoup de choses sont déterminées par les réalités locales. Okay. Donc déjà, il faut cette ouverture d'esprit, et puis après, il faut être déterminé, résilient. C'est un mot qui revient souvent, parce que on me le dit assez souvent, et puis derrière ça, il faut avoir envie, quoi, et prendre beaucoup de plaisir. S'il n'y a pas le plaisir, il n'y a pas... Vous avez beau être le meilleur, ça marchera pas. En vrai, en plus un peu comme dans tout travail, quoi. Faut avoir le plaisir d'y aller et l'envie surtout pour pouvoir le réaliser. Oui, il faut avoir le plaisir, l'envie. Après, ce qui est important aussi, c'est avoir aussi les compétences, parce que je pense qu'il faut quand même un certain nombre de compétences. On n'a pas parlé moi, de mon parcours académique, mais il est clair que la légitimité d'un manager passe aussi par ses qualifications. C'est clair.
Bah, je sais pas, après, je sais pas si c'est quelque chose dont vous voulez parler, mais justement, avant d'arriver à ce stade que vous l'avez dit, tout coordinateur au Sénégal, Oui. est-ce qu'il y a eu un parcours académique défini ou ça s'est fait Alors oui, moi j'ai un parcours académique très très Frenchy. Hein. Moi je suis diplômé d'un MBA en management des organisations, donc en stratégie d'entreprise, l'université Paris-Sorbonne, l'IAE de Paris. Donc c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire valoir un petit peu mes compétences, mais au-delà de ça, il y a aussi un parcours en entreprise. Hein. J'ai travaillé pendant 20 ans pour une entreprise, une compagnie aérienne qui s'appelle Air France, que vous devez peut-être connaître. Donc voilà, donc oui, j'ai un parcours aussi extra-sportif, et ce qui me permet d'avoir un regard aussi parfois critique sur l'organisation du sport. Ok. Et après, je sais pas si c'est j'entre trop dans les détails, mais pour basculer justement de Air France à la sélection sénégalaise, c'est comment on envoie juste un CV, enfin je mange pas, mais non, on n'envoie pas un CV parce que ça marche pas comme ça. Après, il y a une relation aussi de proximité avec certains acteurs. Encore une fois, je vais reciter Aliou Cissé, mais bon, c'est quelqu'un que je connais depuis la plus tendre enfance, donc on a cheminé plus jeune ensemble, et puis après, lui, il a fait sa carrière pro. Moi, j'ai fait ma carrière sur les bancs de l'école, et puis on s'est retrouvés finalement, lui à la fin de sa carrière professionnelle, et puis moi, lorsque j'étais arrivé à un niveau de maturité chez Air France, et c'est comme ça que nos chemins se sont rejoints. J'ai eu le bonheur de commencer ma carrière en tant que manager aussi à Le Mans-Cuiseaux. C'est un club français qui évolue à l'époque en National 2. Lui, à l'époque, il a pris ses premières fonctions en tant que coach adjoint, et puis moi, j'avais un rôle de manager général à l'époque. Dans ce club, ça n'a pas duré longtemps, mais ça nous a permis de fixer un certain nombre de choses, et à partir de cette rencontre, on avait décliné des ambitions, et la sienne, c'était de devenir un jour champion d'Afrique avec le Sénégal. Et puis c'était pour moi la première fois que j'entendais, parler de projets sportifs de cette envergure. Donc voilà, très rapidement, on a pris la tête de la sélection olympique, donc en tout cas lui, et moi je l'ai suivi jusqu'en 2019. Okay. Ah oui, okay. Ça veut dire quand même que vous avez été, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, on parle de football depuis tout à l'heure de votre parcours, mais du coup vous avez été logiquement fan de football, oui, pour le rencontrer, peut-être c'est trop personnel, mais quel a été votre club favori par exemple faut vraiment le dire. Alors, c'est vraiment juste là pour. Alors, je suis originaire de la région parisienne, donc je devrais dire le Paris Saint-Germain, mais non. Le paradoxe, c'est que je suis supporter de l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est le cas par exemple de mon père, de plein d'autres gens, donc c'est quelque chose qui se comprend aussi, donc ça, il y a pas de problème. Voilà. Ok. Et justement, vous avez parlé justement d'un élément déclencheur, la rencontre avec Aliou Cissé, et ensuite avec Amir Abdou quand vous êtes arrivé aux Comores, parce que justement, pour resituer, vous êtes arrivé au poste de manager des Comores en 2019. Ouais, exact. C'est ça. Exact. Et aujourd'hui, quand vous regardez le chemin qui a été parcouru, je vais revenir après sur les événements qui sont arrivés depuis, mais quand vous regardez juste déjà d'un point de vue global, le chemin parcouru depuis, qu'est-ce qui vous rend le plus fier, et qu'est-ce qui vous motive encore plus à continuer aujourd'hui avec la sélection? Ce dont j'ai été le plus fier, bien sûr, c'est la première qualification de l'équipe nationale des Comores à la Coupe d'Afrique. C'était un moment de grande émotion. Mais ce dont j'ai été aussi très fier, c'est la rencontre avec Amir Abdou, parce que moi je le suivais un peu sur les réseaux, je voyais qu'il y avait des résultats avec l'équipe nationale des Comores, et puis rapidement on s'est mis en relation. Il savait que j'étais au Sénégal, et un jour il m'appelle, il me dit il faut que je te dépoche du Sénégal. Alors il a été très audacieux, et je lui dis écoute Amir, c'est sympa, mais moi je sors d'une Coupe du Monde. Tu comprends que le projet, même si c'est le pays, c'est peut-être un peu juste pour moi. Et finalement, il insiste, et je dis voilà, j'ai été séduit par son discours. Je dis ouais, pourquoi pas, chiche, on y va. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis revenu à la maison. Quelque part, c'est super beau aussi de pouvoir revenir représenter son pays. Justement. Oui, mais on mesure jamais. En fait, on mesure jamais ce que c'est tant qu'on n'y met pas les pieds. C'est ce qu'il m'avait dit. Tu verras, ça y est. Extraordinaire. Donc moi je croyais pas vraiment, parce que j'étais dans un cursus très classique. Hein. Pour moi, une fois que vous avez fait une Coupe du Monde, le prochain projet c'est une autre Coupe du Monde. C'est ça. Et revenir aux Comores qui n'avaient absolument aucune qualification en quoi que ce soit, c'était vraiment un risque à l'époque. Et finalement, je regrette pas du tout. C'est un autre parcours. Et puis ça a été une réussite, parce que je pense aussi bien lui que moi, on a vachement grandi dans cette expérience-là. D'ailleurs lui ensuite il est parti aux destinées de la Mauritanie, et puis moi je suis resté
à la maison. Mais non, c'était une vraie rencontre avec Amir. Parce que justement, beaucoup de spectateurs ne se rendent pas compte ou ne connaissent peut-être pas l'histoire des Comores, mais justement, c'est une nation qui a été affiliée à la FIFA qu'à partir de 2005. Donc, il y a un parcours qui est assez récent. Donc, c'est pour ça que, justement, comme vous dites, ça a été que récemment qu'ils ont joué à leur première compétition, le temps que ça se mette en place. Et justement, est-ce que vous pourriez, pour vous, retracer, vu que vous avez été de l'intérieur, quand vous êtes arrivé en 2009, les grandes étapes de cette montée en puissance des Comores-là? Alors, les grandes étapes, de toute façon, ça part toujours de l'initiative d'un homme. Et puis, Salim Turki, qui était l'ancien président, qui a lancé ce grand projet d'envergure du football comorien à l'échelle internationale. Je pense qu'on lui doit beaucoup, si ce n'est pas dire, on lui doit tout. Et derrière, moi, je suis pas le premier manager. Il y a un autre grand manager qui a été aussi présent, Ben Amir Sandi, qui a eu aussi apporté beaucoup d'inspiration à cette équipe nationale. Et puis lui, il faut lui rendre un grand hommage, parce que s'il n'avait pas fait le travail qu'il avait fait, peut-être que ma tâche aurait été beaucoup plus difficile. Et en tout cas, voilà, ils ont su, voilà, ce sont des acteurs qui ont su donner rendre possible ce qui était impossible. Oui. Donc, voilà. Après, chacun vient avec son bagage, chacun vient avec ses compétences, ses convictions, et puis c'est toujours plus facile quand le sale boulot, j'ai envie de dire, il a été fait avant. Voilà, donc voilà, faut rendre un grand hommage. Donc ensuite, il y a eu les convictions d'hommes, parce qu'il y a aussi les joueurs. Le footballeur comorien, c'est un joueur avec une identité particulière, une foi profonde en sa croyance et en ses capacités. Et croyez-moi, pour connaître vraiment le sujet, parce qu'on est au cœur du sujet, c'est pas évident pour le joueur comorien. Aujourd'hui, peut-être c'est plus facile, mais ça n'a pas été simple tout le temps. Mais c'est aussi, l'accompagnement d'un public, parce que le supporter comorien, c'est vraiment un supporter qui est fan de football et fan de beaux jeux. Donc voilà, je pense que c'est un ensemble de choses. Aujourd'hui, on a une fédération qui a été restructurée, qui travaille beaucoup mieux qu'avant, avec un président qui tente de donner beaucoup de moyens, et voilà, donc des acteurs qui sont vraiment présents. Et puis tout ça, c'est pas possible s'il n'y a pas un État fort, parce qu'en Afrique, les moyens, vous les connaissez, ils sont ils sont très réduits. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, c'est une coordination de plusieurs acteurs qui font que ça marche. Et c'est comme ça que ça a pu le faire. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas toute cette équation, c'est très compliqué. Ouais, il y a vraiment un élan général, on va dire, de tous les acteurs à leur niveau, pour permettre à la sélection d'arriver à ce point-là, en gros. Ouais. Ok. Bah justement, dans ces points-là qui ont permis aux Comores d'aller encore plus haut, il y a notamment la CAN 2021. Ouais. On va relater un peu les faits historiques qui ont beaucoup impacté. En 2021, déjà pour rappel, les Comores disputent leur première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire ils passent les étapes des qualifications. Vous êtes dans un groupe, si je me souviens bien, un groupe qui était vraiment compliqué, le groupe de la mort, on l'appelait, parce qu'il y avait le Maroc, le Ghana, le Gabon. C'est-à-dire que Maroc, pour sa première CAN, est dans un groupe assez compliqué, et malgré tout, il y a quand même l'exploit de pouvoir sortir de ce groupe-là. Déjà, avant même de parler de ce qui va arriver après, déjà, juste, quand vous arrivez dans ce groupe-là, vous voyez le tirage au sort, qu'est-ce que vous dites, en fait, entre vous, à l'intérieur, justement? Bah, c'est génial. Ok. C'est génial. Ça va être une belle fête. Alors, de toute façon, vu notre position dans les chapeaux, nous, on est chapeau 4. Donc, quoi qu'il arrive, on allait tomber sur des équipes bien meilleures que les nôtres, en tout cas sur le papier. Bah, après, quand vous avez le Maroc, vous savez à quoi vous en tenir, avec l'équipe que vous connaissez aujourd'hui, le parcours qu'ils ont fait après cette Coupe d'Afrique 2021. Ils sont quand même demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022. C'est vrai. Ce n'est pas rien, finir dans le dernier carré. Le Gabon, qui est une équipe qui est habituellement invitée à cette compétition avec des moyens qui sont pas les nôtres, et puis le Ghana, c'est un éternel concurrent, avec une équipe composée que de joueurs professionnels qui jouent dans les premières divisions européennes. Donc forcément, vous dites que ça va être très très compliqué, mais quand vous avez rien à perdre, vous jouez libéré, et puis vous essayez de faire des résultats. Alors le premier match contre le Gabon, il a été un petit peu difficile, parce que on a beaucoup souffert sur cette rencontre-là. Le match contre le Maroc, on savait qu'on avait en face de nous une équipe qui était bien meilleure, et ils ont joué un match, une partition absolument complète. Après, le dernier match contre le Ghana, c'est là que on laisse les complexes au vestiaire, et puis on joue véritablement libéré, et on fait le résultat avec un scénario
très avantageux pour nous, c'est vrai, mais ça reste quand même le Ghana avec leur star et il fallait sortir le résultat qu'ils ont sorti, les garçons, parce que moi j'étais pas sur le terrain. Donc c'était assez voilà, c'est la magie un petit peu de la CAN et tant mieux ça c'est tombé sur nous. Mais ça reste un super souvenir. C'est ça, en plus le but arrive à genre 5 minutes de la fin du match, Ouais. le but du Youssouf il me semble. Ouais. 85e, explosion, parce que pour le coup j'ai aussi pas mal d'amis comoriens à titre personnel, que ce soit à Melun, à Marseille on a vu, il y a une vraie effervescence justement autour de ce peuple comorien, je trouve qu'il s'est encore fait plus voir qu'auparavant, après ce match-là et notamment pendant cette compétition-là, donc pour le coup je comprends l'idée de fierté qu'il y a. Après, nous, on est un peuple qui a une histoire qui est un peu controversée, donc c'est clair que le sport, c'est aussi une façon de réécrire l'histoire du peuple comorien à travers des faits qui soient marquants et positivement marquants. Et je pense que nous, tout acteur du sport, comme les artistes aussi, parce qu'on a aussi des artistes comoriens, les ambassadeurs du pays ne sont pas que des sportifs. Notre mission, c'est de inscrire le drapeau autrement que à travers la page des faits divers ou des situations qu'on a pu connaître par le passé. Donc nous, notre fierté, c'est aussi ça. Quand on parle des Comores, qu'on parle de football, qu'on parle de culture, ça nous va. Voilà. Donc c'est aussi ça l'ambition. Ok. Du coup, justement, après cette très belle qualification, pas le temps vraiment de se reposer parce qu'après, il y a les phases finales, pour le coup, 8e de finale, contre le pays hôte, le Cameroun. C'était un match qui avait un scénario complètement qu'on voit que dans les entre guillemets films hollywoodiens, mais avec un gardien pour rappel qui est absent, vu que c'était une pleine période de Covid justement. Il a dû être remplacé par Cheikh Aladur, latéral droit, qui a joué au poste de gardien. Vous avez joué à 10 à un moment. Il y avait aussi eu pas mal de problèmes avec justement la situation, enfin les routes au Cameroun. Il y a eu une situation d'embouteillage justement. L'équipe a failli arriver en retard au match. Il y a une histoire avec le bus. Et malgré tout, les Comores livrent un match héroïque. D'ailleurs, beaucoup justement considèrent ce soir-là comme un soir fondateur de ce que représente la section comorienne justement aujourd'hui. En fait, de l'intérieur, déjà pour nous, d'extérieur quand on voyait, ça avait l'air d'être une situation un peu dingue, mais vous, de l'intérieur, comment vous avez vécu ce moment-là qui est historique? Parce que, certes, vous allez sûrement me dire que vous vous en souvenez en étant triste, que vous êtes éliminé, mais il y a quand même une certaine fierté aussi à avoir. Alors très honnêtement, quand vous êtes à l'intérieur, vous voyez pas le spectacle de la même manière que les spectateurs. Nous, quand on rentre sur un terrain de football, je pense que c'est tout à l'honneur des joueurs comoriens, de notre équipe nationale. On rentre avec la conviction et la détermination de gagner un match, que vous soyez le Maroc, le Mali, le Cameroun, et c'est l'apanage d'un sportif de haut niveau. Donc, certes, c'était le pays hôte, certes, les conditions étaient très difficiles, mais on perd 2-1 contre le Cameroun dans un scénario absolument incroyable. Mais si vous voulez, lorsqu'on sort du terrain, on a perdu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, le lendemain, oui, vous réalisez que voilà, c'était un exploit quand même, malgré tout, parce que vous étiez à 10, parce que dans les buts, il n'y avait pas de gardien, ou sinon un gardien extraordinaire qui était Chakar Aladur, mais c'est pas sa formation, lui, il est latéral droit, ou gauche, droit, je dirais. Bon, c'est pas du tout son poste, donc effectivement, avant de jouer ce match, nous, ce qu'on voulait éviter, c'était de prendre énormément de buts, parce qu'en face de vous, vous avez Boubacar, un attaquant internationalement connu, donc vous dites, bon, ça va être très compliqué. Voilà, vous sortez une partition qui est remarquable et très honorable. Donc oui, il y a de la fierté. Est-ce que ça a été fondateur pour la suite? Je ne saurais pas vous le dire, parce que nous, très vite, on se remet dans l'actualité, mais c'est vrai que pour le public et les fans, c'était un moment important. C'est un moment important, ouais. Et oui, mais si vous voulez, quand je repense à cette soirée, l'émotion qui me vient, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Ok, je comprends. Non, parce que c'est pour ça que c'est super intéressant, je trouve, d'avoir le point de vue de l'intérieur et de l'extérieur, parce que de l'extérieur, certes, on est déçu, mais on retient quelques mois plus tard, justement, la fierté. Ouais, on relativise. On relativise, faut relativiser quand même. Ça reste une belle histoire, ça reste un bel exemple, ça reste une légende intéressante à raconter à ses enfants, ses petits-enfants. Mais en tant que compétiteur, ça reste une défaite. Et du coup, ça, c'est autre question, mais toujours sur ce match-là, je me rappelle plus trop de l'histoire, en vrai dire, parce que c'était il y a quelques années, mais l'histoire par rapport au bus, comment ça s'est fait, je sais pas si trop c'est... Non, il y a rien d'indiscret. En fait, c'était un match contre le Cameroun, donc pays
organisateurs, pays hôtes, nous, il faut savoir une chose, c'est que au niveau des transports, on est encadré par la CAF. Donc, voilà, c'est la CAF qui, du moins, c'est ses représentants qui donnent le départ et l'arrivée. Donc, nous, en fait, on se laisse aller. Il se trouve que le bus prend un chemin et dans les bouchons, est-ce que c'est lié à un problème au niveau de l'escorte, parce qu'on a une escorte qui doit nous faire le chemin. Je ne saurais pas vous dire, moi, j'étais pas dans le bus ce jour-là, parce que moi, je revenais de Garoua, où il y avait, si vous avez vos informations sont bonnes, des joueurs qui étaient restés avec le Covid. Voilà, donc moi, je reviens de là-bas pour tenter de ramener un gardien de but. Et donc, je prends un autre chemin. Moi, je viens de l'aéroport et j'arrive sur le stade. Et si vous voulez, je suis pas dans le bus, mais j'apprends que dans le bus, on s'impatiente parce qu'on n'arrive pas. On commence à se changer dans le bus. Et on arrive dans des conditions qui sont très inconfortables. Voilà. Donc, effectivement, ça a rajouté un petit peu d'électricité dans notre préparation. Mais très vite, les garçons, ils ont fait abstraction de ça. Ils sont restés focus sur le match. Et je pense que ça aussi, c'est une performance à retenir, parce que c'est pas donné à tout le monde de jouer un huitième de finale contre le pays hôte et puis arriver dans ces conditions et pouvoir donner la prestation qui a été faite. C'est ça. Pour finir sur cette CAN 2021, pour clôturer un peu, là on vient de clôturer, mais justement après ça, on arrive aujourd'hui en 2025. Il va y avoir la CAN du coup 2025, vu que vous parliez du pays hôte Cameroun, mais vous avez l'air d'être attaché au pays hôte, vu que là vous jouez contre le Maroc, qui va être le pays hôte de cette compétition. Mais juste avant ça, il y a les qualifications, et là aussi, une fois de plus, on ne peut que relater le travail qui a été fait en amont, parce qu'il y a cette phase de qualification des Comores, dans un groupe où il y a quand même la Tunisie, des adversaires valeureux comme la Tunisie, et les Comores terminent premier de cette phase de qualification, en ne perdant aucun match. Dans un groupe où il y a la Tunisie, Madagascar, et enfin la Gambie. La Gambie, c'est ça. Alors, par rapport aux récents résultats, aux derniers résultats, notamment sur la dernière qualification, bon, je pense que c'est très sincèrement le fruit d'une évolution, parce que entre la dernière qualification, enfin l'avant-dernière qualification en 2021 et la récente, il y a eu un moment de flottement. Et quand le coach Stefano Cousine a repris l'équipe nationale, c'était à l'issue d'une non-qualification à la précédente CAN 2022, je crois. C'était la non-qualification CAN 2023. Non, c'était 2023, pardon, la précédente CAN. Et du coup, on s'est retrouvé dans une phase de reconstruction. Le coach récupère l'équipe, dans une transition très très difficile. Il a fallu reconstruire un certain nombre de choses, remobiliser les troupes, faire un projet qui puisse correspondre aux ambitions de la fédération et puis aux ambitions aussi des supporters, parce qu'il y a quand même une attente, une impatience du public, des supporters comoriens. Et il a su effectivement amener une nouvelle dynamique avec de nouvelles méthodologies de travail, une nouvelle rigueur, un travail vraiment dans tous les compartiments du jeu et surtout dans tous les compartiments de l'organisation. Donc ça aussi, ça a contribué à ce que les résultats derrière ont été à la hauteur de ce qu'on a pu voir. Et puis oui, peut-être une nouvelle identité dans le joueur comorien qui peut-être aujourd'hui évolue plus comme un collectif qu'une accumulation d'individualité. Et ça, je pense que c'est le résultat du travail d'un homme qui a su effectivement caler une stratégie adoptée à une équipe avec un fort potentiel, mais jusque-là, qui n'avait pas été avéré. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose, je pense, solide et qui a su faire ses preuves. Après, bien évidemment, comme on aime à le dire, on est toujours en construction, mais c'est important de souligner que on est cette récente équipe est partie d'une feuille blanche et qu'il a fallu effectivement mobiliser beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence pour trouver effectivement une issue qui permet aujourd'hui aux Comores de finir première dans une compétition comme une qualification avec des équipes aussi importantes que la Tunisie. Après, ça reste du sport. Il faut garder toute relativité, mais ça reste quand même une performance qu'il faut saluer. Et c'est le travail et le fruit de travail de Stefano Cousine et son staff. En plus, en étant invaincu en plus, donc ce qui est fort, parce qu'il y a eu 3 victoires, 3 matchs nuls, donc pour le coup, encore plus notable. Ouais, c'est des performances qui sont remarquables. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le public regarde la performance et on ignore ce qui est fait en amont.
pour arriver à ce niveau de performance avec une équipe comme la nôtre et avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire des moyens très réduits. C'est une sacrée performance parce qu'il faut aller jouer en Tunisie, à Rades, contre la Tunisie qui n'a pas perdu depuis 14 ans. Ensuite, il faut 4 jours après les rejouer en Côte d'Ivoire dans un esprit revanchard et être solide. Ensuite, jouer la Gambie sur un match qualificatif et pas paniquer, pas sombrer, et puis finalement confirmer sur une dernière journée contre Madagascar, un rival régional contre lequel on a toujours eu de grandes difficultés à gagner. Donc voilà, cet état d'esprit, ça vient pas par hasard. Il faut un homme, il faut des hommes, et surtout la volonté d'un stratège, et ce stratège-là, c'est Stéphano Cousine. Donc il faut rendre à César ce qui lui revient. Et justement, je vais juste souligner encore plus un point qui était intéressant dans ce que vous avez dit, c'est qu'il y a des joueurs, aujourd'hui, les Comores, alors certes, il y a moins, vu du point de vue des Européens, il y a moins de joueurs à qui on peut se référencer, comme par exemple dans d'autres sélections, mais il y a quand même des Milan Maolida, ou Ahmed Omari, mais comme vous avez dit, ce qui ressort le plus, c'est le collectif. Et on le voit dorénavant plus, la sélection des Comores comme un collectif. Et là aussi, c'est une vraie réussite, du coup, pour vous. Oui, mais aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de Miziane Maolida s'il n'y a pas de Hakim Abdallah, s'il n'y a pas de Faïs Lemani, s'il n'y a pas de Youssouf Mchangama, s'il n'y a pas... Voilà, c'est un collectif aujourd'hui. Et d'ailleurs, la force finalement de cette équipe, c'est que tout le monde apporte sa contribution et la star de l'équipe, c'est l'équipe. Voilà, aujourd'hui, la star de l'équipe, c'est l'équipe. Et tout acteur de l'équipe, que ce soit joueur ou membre du staff, investit son temps, son énergie, ses convictions pour l'équipe. C'est-à-dire qu'on est dans une organisation qui a pour seul but rendre fiers les supporters comoriens et le drapeau comorien. On est vraiment dans cette identité-là. Okay. Donc aujourd'hui, si vous me parlez de joueurs, parlez-moi du drapeau, mais pas des individualités. Du coup, par rapport aux joueurs comoriens, on parle beaucoup de la filière, on va dire, marseillaise, entre guillemets, du lien très fort qu'il y a entre Marseille et la diaspora comorienne. Qu'est-ce que cette relation représente pour vous et la sélection ? Est-ce que je pourrais même... Alors, bien évidemment, on ne peut pas nier l'impact de la culture marseillaise dans le football comorien aujourd'hui, pour des raisons que l'on sait, notamment les raisons migratoires, etc. Il y a une forte communauté comorienne à Marseille, mais c'était encore le cas jusqu'en 2021. Aujourd'hui, l'équipe s'est considérablement reformée avec des identités et des joueurs qui viennent d'autres horizons, que ce soit de Lyon, de Nantes, de Dunkerque, enfin du nord de la France et d'ailleurs. Et on a aussi des joueurs locaux. Il ne faut pas oublier que le coach Stéphano Cousine a donné sa chance aussi à des joueurs locaux. Donc, on n'est plus sous cette, comment dirais-je, identité exclusivement marseillaise. Et même si cette identité a contribué fortement à l'évolution de cette équipe nationale, aujourd'hui, les talents comoriens viennent de tout horizon et c'est une vraie fierté. C'est quelque chose qui justement apporte de nouvelles perspectives. Alors oui, il y a encore effectivement cet accent chantant quand on échange dans les vestiaires ou dans les réunions, mais ça évolue, ça s'ouvre et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les portes sont ouvertes à tout talent comorien. Et ça aussi, je pense que c'est aussi le fait que on a un sélectionneur qui sait avoir un regard à 360 degrés et qui sait s'inspirer de toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à lui. Et c'est vraiment remarquable. Du coup, avec cette trajectoire qui est pour l'instant ascendante pour l'équipe des Comores, on va arriver forcément à ce qui va arriver dans quelques jours, du coup la CAN 2025 au Maroc. Là, on va plus parler de prévision, on va pas essayer de prédire quoi que ce soit, mais plus parler de cette CAN 2025 où vous retrouvez un pays hôte, le Maroc, dans un groupe qui est assez relevé, parce qu'il y a aussi le Mali et la Zambie. Mais déjà, juste sur ce match d'ouverture-là, est-ce que vous le vivez comme un rêve, un défi, une pression, ou que représente déjà pour vous ce premier match contre le Maroc,
pays hôte et en plus un grand favori de cette compétition. Alors, moi, encore une fois, je ne vais pas vous parler du sportif, mais en tant qu'acteur de l'équipe, du staff, en tout cas, moi, j'accueille cette échéance avec impatience et beaucoup d'excitation, parce que ça reste quand même une date historique, en tout cas pour nous. Nous, on est très fiers de faire ce match d'ouverture, qui l'aurait dit. C'est une opportunité unique, et donc on est ravis et fiers de pouvoir la saisir. Après, il y a un enjeu sportif aussi, faut pas le nier, ça reste un premier match de poule. Il y a des points qui vont compter parce que ça va déterminer la suite. Après, voilà, moi je suis pas de pronostic, c'est pas mon métier. Le seul pronostic que je peux faire, c'est que cette équipe donnera tout ce qu'elle a pour pouvoir rendre fier son peuple. Et chaque membre du staff fera tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir rendre l'impossible possible. Mais encore une fois, n'oublions pas que nous sommes les Comores, aussi petits que nous sommes. On respecte tout le monde, on craint personne, mais voilà, on va faire ce match-là avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Et chacun, encore une fois, que ce soit joueur comme membre du staff, on va donner tout ce qu'on a pour que tout le monde soit fier. Mais ça reste un enjeu, effectivement, important. Donc, on va essayer d'aborder ça quand même avec beaucoup de sérénité. Donc là, justement, j'avais vous posé la question des atouts qu'il y a dans cette équipe, mais en fait, au final, la vraie moralité, c'est qu'un tout individuel, il n'y en a pas. Ce qu'il y a, c'est vraiment le collectif. Et il faudra compter sur ça et sur l'appui de tous les Comoriens derrière pour vous soutenir pendant cette CAN. J'ai envie de vous dire que les atouts, bien sûr qu'il y a des atouts individuels, évidemment, bien sûr. Mais la définition, aujourd'hui, je pense, et c'est en tant qu'observateur aussi du football comorien que je vous dis ça, c'est que moi, je vois une équipe. Voilà, je vois une équipe. C'est-à-dire que je vois une équipe sur le terrain et je vois une équipe en dehors du terrain. Quand je dis je vois une équipe en dehors du terrain, le staff qui compose cette équipe, le staff, c'est aussi une équipe. C'est-à-dire que chaque membre de ce staff contribue à ce que chaque autre membre de ce staff soit meilleur. Et ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé à ce qui se passe dans les autres staffs. C'est pas dans tous les staffs où voilà, on marche main dans la main. Là, effectivement, il y a une vraie volonté d'aller ensemble. Et je pense encore une fois, on a un guide qui est Stéphano Cousine qui nous amène à nous déplacer chaque jour. Et c'est en lui qu'on se tourne lorsque effectivement on a envie d'aller de connaître la direction. Et la direction est simple, hein, le plus loin possible, le plus haut possible. J'avais du coup là je pense pour la CAN 2025 à venir, le meilleur sera à venir, on va voir. Je vais du coup clôturer cette partie-là pour la CAN 2025 et plus avoir un œil, une vision large, on va dire, sur l'aspect global, sur le foot africain, pour conclure un peu cette interview. On parle souvent de talent, mais aussi de, enfin, pas forcément au sein de la Fédération comorienne, mais là, justement, je veux vraiment qu'on ait ce point de vue autour de l'Afrique générale. Ah oui, voilà. En tant que manager général d'une sélection en pleine ascension, comment vous voyez-vous la place des entre guillemets, petites nations africaines dans le football continental et mondial aujourd'hui? Parce que ça... Alors, le refrain qui court depuis quelques années en Afrique, c'est qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Moi, déjà, quand j'étais au Sénégal, je l'avais découvert parce que lorsqu'il y avait, par exemple, des matchs Sénégal-Madagascar, c'était pas évident. Et le Sénégal a rencontré des difficultés, notamment à Tananarive, pour jouer contre une équipe malgache vaillante. Donc, il n'y a pas de petite équipe. Pourquoi? Tout simplement parce que les fédérations se sont aussi organisées, se sont structurées, se sont développées. Et moi, je le vois au niveau... moi, je connais deux fédérations. La Fédération sénégalaise de football qui a fait un travail monumental pour pouvoir atteindre ce niveau d'excellence. Et la Fédération de football des Comores qui fait aussi un travail de grande qualité pour pouvoir rattraper un petit peu le temps perdu. C'est pas facile, les choses ne se font pas, comme dirait le grec, ex nihilo, sans préparation. Donc il faut du temps, il faut de l'argent, et aussi, il faut surtout des compétences. Donc la qualité d'une fédération se voit aussi à travers les résultats des autres équipes, parce qu'il n'y a pas qu'une équipe. Hein. Souvent, on regarde que l'équipe A, mais il y a aussi des équipes féminines, il y a des équipes espoirs, il y a d'autres équipes. Donc pour parler de ma fédération, nous, on est ravis parce que notre équipe A' s'est qualifiée pour la Coupe arabe, là, récemment, en gagnant contre le Yémen au penalty. C'est une belle fierté. Ça veut dire qu'aussi, on a des techniciens qui sont capables aussi de montrer que, voilà,
La compétence, elle est aussi au niveau des techniciens locaux. Et ça, c'est bien. Et puis, au passage, je salue Amada Djambé pour sa performance, lui et son staff, parce que ça a été vraiment une belle fierté. Et puis, il y a un travail aussi d'un président, parce que le président Seyd Ali Atoumane, qui est notre président, est un grand supporter du football, un très fin connaisseur du football de très haut niveau, et qui investit chaque seconde de son temps pour faire grandir cette fédération. Donc, ok, on n'a pas les moyens des grandes fédérations, mais en tout cas, on a des ambitions, on a des convictions. Et puis, encore une fois, et c'est pas faire de la propagande, mais le sport ne peut pas se développer s'il n'y a pas des acteurs institutionnels qui sont présents, notamment un État qui a envie que les choses marchent. On nous a livré récemment une nouvelle pelouse dans notre terrain à Malouzini, parce que ce qu'on n'a pas rappelé pour ces qualifications, tous nos matchs ont été faits à l'extérieur, donc ça amplifie quand même la performance. On n'a joué aucun match à domicile. Aujourd'hui, il y a une volonté qui a été inscrite par l'État comorien de se doter d'une pelouse de niveau international, et je vous garantis, je vous invite à aller voir ce qui se fait là-bas, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, les étoiles sont de plus en plus alignées. Il faut qu'on continue dans ce sens-là, mais pour répondre plus simplement à votre question, si le football africain se développe, c'est qu'il y a des volontés aussi autour du sport pour que les choses évoluent. Ça ne se ferait pas sans cette volonté au niveau 360, c'est clair. Justement, on parle souvent de talent, mais aussi de, entre guillemets, de manque d'organisation, de moyens. Selon vous, quels sont les vrais défis, opportunités dans les années à venir pour ces nations-là? Parce que justement, en plus, au début, vous disiez qu'il y avait pas les mêmes moyens qui ont été mis dans d'autres confédérations. Est-ce que les moyens qu'il va falloir, c'est des moyens infrastructurels. C'est-à-dire, il faut des stades, il faut des qualités de pelouse de niveau international. Il faut des techniciens compétents, il faut une qualité de la formation. Et à ce titre, nous, on a un DTN qui fait un travail aussi de terrain à Yuba qui est important. Donc, on a vraiment besoin de ça, qu'autour, il y a une vraie énergie. Après, il y a aussi une réalité en Afrique, c'est que on a d'autres priorités que le sport. Voilà, on a d'autres problématiques que le sport, la santé, l'éducation, bref. D'autres thématiques qui nécessitent aussi des moyens. Donc après, il y a des arbitrages à faire. Moi, je suis pas politique. Je suis un acteur du sport. Mais il faut prendre aussi ça en compte. Donc, oui, il y a des volontés. On a envie que les choses évoluent. On sait ce qui nous manque pour pouvoir arriver à certains standards. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une vraie volonté. Parce que je donnerai pas le chiffre ici d'une nouvelle pelouse au stade Malouzini. Mais c'est des sacrifices vraiment importants qu'il faut prendre en compte. Et quand on sait que au niveau international, en tout cas, nous, le continent africain n'est pas le continent le plus le riche, en tout cas peut-être en termes de potentiel, mais en termes de revenus, c'est un vrai marqueur que d'investir dans le sport. Donc, voilà. Donc il va falloir effectivement, encore une fois, qu'on encourage les fédérations pour pouvoir obtenir des moyens dignes de ce qu'on attend au niveau international. Je vais passer du coup à la toute dernière question. Alors là, on parle justement de l'Afrique aux yeux du monde, enfin en tout cas au monde du foot. Maintenant, pour revenir sur les Comores dans cet aspect mondial, est-ce qu'à long terme, là malheureusement ça s'est pas fait là, mais est-ce qu'à long terme, est-ce qu'une qualification pour les Comores en Coupe du Monde, ce serait un rêve, je suppose, mais un rêve qui serait quoi à terme, enfin qui marquerait la fin d'un... comment dire d'un cycle. La fin d'un cycle, ou alors c'est le projet justement pour le faire plein d'autres fois. Un sportif de haut niveau, il est jugé par sa compétence, ses performances, mais surtout sa régularité. D'accord ? Parce que c'est-à-dire que vous pouvez faire une belle perf, mais c'est encore mieux d'en faire plusieurs derrière. Nous aujourd'hui, on est en train d'être dans une régularité, et il faut que ça devienne une régularité déjà d'être qualifié à la Coupe d'Afrique. Après, on va avoir d'autres objectifs. Encore une fois, je n'ai pas envie de parler de sportif, c'est pas mon domaine. Mais une qualification à la Coupe du Monde, ça serait juste stratosphérique comme nouvelle, les Comores à la Coupe du Monde. Mais après, il faut remettre quand même quelques chiffres en perspective. Quand on prend par exemple aujourd'hui notre groupe, qui est le groupe
du pays organisateur et qu'on compare les PIB. Parce que le PIB permet de déterminer aussi les moyens mis à disposition des nations pour développer le sport. Je crois que le Maroc, on est aux alentours de 150 milliards d'euros ou de dollars par an. C'est un indicateur. Le Mali, on est à 27-30 milliards de dollars. C'est à peu près la même chose pour la Zambie. Je parle sous le contrôle des statisticiens. Nous, les Comores, on est à peu près 1 milliard. Je pense que le milliard, on doit le faire difficilement. Vous voyez l'écart entre nous et le Mali, 30 fois plus. Entre nous et le Maroc, 154 fois plus. Donc, il faut savoir aussi faire des choses avec nos réalités. Nous, bien sûr, se qualifier à une Coupe du Monde, ça serait formidable. Et moi, le premier, je serais tellement fier d'y arriver. Maintenant, il faut avoir un peu d'indulgence aussi par rapport à notre travail. On a envie de grandir, mais il faut qu'on puisse régulariser effectivement cette évolution. Il ne faut pas que ce soit non plus des chocs trop importants, parce que derrière, il faut suivre. Ça a été très difficile de suivre après la première qualification. On a vu la suivante, on n'a pas pu l'assurer, pour d'autres raisons peut-être, mais on n'y était pas. Donc déjà, évoluer crescendo. Le football africain à l'échelle internationale, cette année, ça va être une dizaine d'équipes qualifiées à la Coupe du Monde, parce que le modèle a changé. Avant, c'était 5, on est passé à 10. Bon, c'est vrai qu'on a eu une campagne sur les qualifications où on a été premier pendant quelques mois, mais on a joué dans des conditions qui ne permettaient peut-être pas de maximiser nos chances d'y aller. On va pas chercher d'excuses, mais voilà, on peut pas parler évolution du football, on peut pas parler de ce type d'objectif si derrière il n'y a pas une mécanique organisationnelle, financière, politique qui a les moyens de cette ambition. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours relativiser un petit peu les projets pour rendre, comment dirais-je, rationnel ce qui peut être rationnel. Bah, si on s'était qualifié pour 2026, on aurait été heureux. On va tenter 2030, hein. Inch'Allah. C'est ça, comme on dit. Et si 2030 ça marche pas, bah on tentera 2034 et on lâchera pas l'affaire tant qu'on n'y arrivera pas. Mais voilà, faut toute proportion garder. Rappeler que nous, on est dans la chaîne alimentaire économique des pays du monde. On n'est pas devant, on est derrière. Et puis, il y a d'autres priorités aussi, parce qu'on parle du football, mais il y a d'autres réalités en Afrique qui relativisent, si vous voulez, les exigences qu'on peut avoir sur nos équipes et sur nos projets. Donc, alors je dis pas ça pour protéger mon sport, mais je dis simplement que nous, on a envie de rendre du bonheur, donner du bonheur. Mais n'oublions pas que chaque bonheur qu'on donne, c'est un exploit de notre part. Voilà. Pour le coup, c'était une très très belle conclusion en soi. Donc, merci infiniment à vous, monsieur Lydie, je vous en prie, d'être venu pour cette interview. Premier lancement de Point d'Impact, du coup, l'émission où on interviewe les gens qui impactent le football à travers leurs choix, leurs décisions et leurs engagements. Donc, merci à vous pour cette première. Merci à vous pour cette invitation. Et du coup, pour vous, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, cette interview, à dire en commentaire ce que vous en avez pensé pour en refaire d'autres. Likez surtout cette vidéo, vous abonnez pour envoyer de la force. Et merci beaucoup à vous en tout cas. Salut à vous.